Bonsoir et bienvenue à cette table ronde organisée dans le cadre des Journées suisses du digital qui ont commencé ce dimanche dernier et se terminent ce soir et qui a vu plus de 400 événements avoir lieu dans toute la Suisse, vu la situation en majeure partie de manière virtuelle. Cette table ronde est organisée par la société Unit 8, par l'Académie suisse des sciences techniques ainsi que par le groupe Kudelski, avec le soutien et la collaboration de la ville de Lausanne, que je remercie ce soir pour son aide. Mes données personnelles en ligne sont-elles en sécurité? Question ô combien sensible et d'actualité, notamment et évidemment en particulier en cette période de coronavirus où notre identité numérique est de plus en plus souvent sollicitée, que cela soit dans le cadre d'activités de traçage lors de notre vie sociale, ou alors, et là aussi de manière de plus en plus fréquente, lors de nos achats en ligne sur Internet. Pour en discuter ce soir, nous avons la chance d'avoir derrière moi, à distance réglementaire, Covid oblige, 5 experts qui vont répondre à mes questions, discuter ensemble et répondre aux questions que vous pourrez poser en ligne. Nous avons tout d'abord Patricia Egger, qui est Senior Consultant et Security Officer au sein de Kudelski Security, qui est la division cybersécurité du groupe Kudelski, un des leaders mondiaux dans le domaine de la sécurité numérique, basé à Cheseaux, à côté de Lausanne. Nous avons ensuite Patrick Amaru, qui est le directeur général de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information de l'État de Vaud. Sa direction est à la tête de la quasi-totalité des systèmes d'information de l'État. Et sa direction est également chargée de répondre aux enjeux de la transition numérique de la société et de la société vaudoise en particulier. J'ai également derrière moi Johan Dobler, qui est le responsable du digital marketing chez Coca, société de vente en ligne, et plus que ça, dira-t-il, bien connu des romans et qui fête cette année ses 15 ans. J'ai également Rudolf Höhn, qui est data scientist au sein de la société Unit 8. Unit 8 qui est une société relativement jeune puisqu'elle a été fondée en 2017 et qui aide les entreprises du domaine traditionnel, on va dire les entreprises physiques, à améliorer leur performance, notamment à l'aide des données. Enfin, Bruno Gertner, bonsoir, qui travaille au CFF. Alors les CFF, je ne les présente plus, mais qui en l'occurrence est Mobility Intrapreneur pour les CFF et qui développe au sein de l'ex-régie fédérale les modèles de mobilité de demain et qui, nous le verrons, ces nouveaux modèles ne seraient que peu réalisables sans l'aide de données. Alors avant de commencer à poser des questions, à entamer la discussion avec nos panélistes, je vais brièvement passer la parole à Jean-Daniel Schleppi, qui est le chef de la division numérique et relations clients de la ville de Lausanne, qui animait tout à l'heure un débat sur la question importante aussi du numérique au cœur des démarches participatives. Et j'invite M. Schleppi à monter sur scène pour qu'il nous fasse un bref retour sur ce qui s'est discuté en ligne tout à l'heure sur ce thème des démarches participatives et de leurs enjeux numériques. Merci Monsieur Albert, merci de me donner la parole pour faire le lien entre effectivement ce débat avec la population que nous avons tenu juste il y a une heure et votre débat d'experts qui va élargir la discussion. Nous parlions du numérique au cœur des démarches participatives en posant 3 questions alternativement à des groupes qui se sont réunis autour de tables virtuelles, puisqu'on avait aussi un format complètement virtuel. Les différents sujets qui sont ressortis de cette discussion ont été, d'une part, le fait, lors de la première question, de vouloir plus de transparence, plus d'agilité, d'équité dans la conduite de l'évolution de la cité. Et, qui dit plus d'agilité et de rapidité dit aussi plus de soucis hyper locaux dans les démarches et dans les discussions qui sont souhaitées.
On a aussi posé la question des craintes et des chances ou des espoirs que la population portait avec ce numérique qui arrive dans les démarches participatives. Et au niveau des craintes, il était intéressant de constater que la crainte de la territorialité, donc de savoir à quel endroit se trouvent les prestataires, était remontée avec force. Il était aussi question de la surveillance qu'on pouvait mettre en place grâce à ces discussions plus locales, mais peut-être plus permanentes qu'on veut avec la population. De même que la manipulation de l'opinion, qui est un des sujets qui est ressorti aussi très, très fortement et très immédiatement. Le contrepartie, les espoirs, c'est d'avoir, et vous en parlerez sans doute, la possibilité de garder la maîtrise sur les algorithmes, notamment par l'utilisation de software open source, donc de pouvoir avoir accès au code de ces différents logiciels. Et puis pour ce qui est de la dernière question, on a demandé à la population qu'est-ce qu'elle pouvait faire véritablement pour aider au déploiement du numérique dans les démarches participatives, ou en tout cas de soutenir ces démarches participatives. Et il a été établi que par l'éducation, par le changement de culture, on pouvait largement grandir l'utilisation de ces démarches-là. Donc voilà un petit peu les éléments qui sont ressortis et qui vont, je pense, alimenter les différents thèmes dont vous allez discuter ce soir. Merci. Merci beaucoup, et ça me permet d'embrayer tout de suite avec une première question que je vais peut-être vous poser à vous, Monsieur Amaru. On sent que la population a d'un côté des espoirs, et sent que ben oui, ces données, ces nouveaux modes de fonctionnement leur seront profitables, mais a aussi des craintes. Concrètement parlant, à l'heure actuelle, comment l'État de Vaud protège-t-il les données de ses citoyens ? Alors, la question est intéressante parce qu'en fait, du côté de l'État de Vaud, on a une mission de service public, donc on fournit des prestations à la population, donc aux particuliers, aux entreprises. Comme on leur fournit des prestations, c'est vrai qu'on doit avoir toute une série de données que l'on gère pour les citoyens, pour les entreprises, pour pouvoir fournir nos prestations. Et puis, en termes de quantité, c'est juste hallucinant la quantité d'informations qu'on a, la quantité de données qu'on a. Vous pouvez imaginer, on gère la fiscalité, donc on gère les données fiscales des personnes, on gère les données de santé, les données sociales, les données de justice, de police, d'école. Donc c'est toute une série de domaines pour lesquels on a toutes ces données. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de protection de ces données-là. Pour nous, on ne voit pas ça comme un tout, on n'a pas un sac de données dans lequel on a toutes nos données. On a plutôt une segmentation où on gère des données par domaine. Et puis cette segmentation est extrêmement importante parce que c'est un des aspects le plus important en termes de sécurité pour nous. C'est vraiment d'isoler ces données et puis de s'assurer que uniquement les personnes qui doivent avoir accès à ces données ont accès à ces données. Pour exemple, les personnes qui travaillent à la fiscalité ont accès aux données fiscales sur la base des droits d'accès qu'ils ont, mais en aucune manière ils ont accès à d'autres données, d'autres services. Donc c'est vrai que vu de l'extérieur, on pourrait se dire « Ah, mais l'État a toute une série de données, donc on pourrait avoir quelques craintes par rapport à ça ». Mais la règle de base à l'État, ou je dirais dans notre gestion en termes de données, c'est que vraiment on a segmenté toutes les données en fonction des différentes lois qui nous obligent à le faire. Merci. Et du coup, par ricochet, je me tourne vers un acteur privé, cette fois-ci, une société comme Coca. On entend la réponse du représentant de l'État de Vaud. Dans une société comme la vôtre, qui finalement vit les données de ses clients, comment est-ce que vous les protégez, ces données-là, par rapport à des clients qui, forcément, quand ils viennent acheter quelque chose sur votre site, s'exposent et vous donnent des informations? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Effectivement, c'est une bonne question. Je vais rejoindre ce qui a été dit. On a une segmentation des données. Ça, c'est une chose qui est importante, il faut le souligner. Pourquoi? Aujourd'hui, Coca, d'une part, on peut voir les offres, on n'est pas de la vente privée, donc on ne va pas capter l'intention ou prendre un email pour pouvoir donner accès en fait, au site internet. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement,
pour qu'un client achète chez nous, un caucasien, on les appelle, effectivement, il va nous laisser, soit il va faire du guest checkout, donc on ne va pas lui demander de créer un compte, donc il ne pourra peut-être pas bénéficier de tous les avantages de la communauté, soit effectivement, il va se créer un compte, et puis là, qu'est-ce qu'on a comme données? On en a très peu, on demande nom, prénom, etc. Pourquoi je dis qu'il faut segmenter les deux choses? Une chose importante, nous, d'un point de vue légal, on doit avoir ces datas, on doit les garder parce qu'on a des garanties sur les produits, quelqu'un peut nous appeler pour nous demander un retour, un remboursement, donc ça c'est une chose. Et après on a la data aussi qu'on pourrait appeler au niveau du comportement. Donc cette data du comportement, donc quelqu'un qui va venir sur nos plateformes, que ce soit nos applications ou que ce soit nos sites internet, là effectivement on va les exploiter pour rendre l'amélioration, pour améliorer en fait l'expérience utilisateur. Mais maintenant, pour la data vraiment qui concerne la data privée, donc j'entends par là, d'une part, les cartes de crédit, etc., c'est un prestataire externe. Donc nous, on travaille avec des sociétés externes. Donc c'est pas nous qui avons en fait toutes ces datas chez nous. On n'est pas des professionnels de ce domaine-là. Donc du coup, ça a un coût. Mais par contre, effectivement, la data au niveau du nom, prénom, adresse, shipping, ça effectivement, c'est stocké chez nous, mais c'est une data privée qu'on n'exploite pas. Et du reste, c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de parler de la RGPD, GDPR, qui pose effectivement beaucoup de problématiques, mais qui est une chose qui est excellente. Et nous, on tend à aller vers là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un client qui va nous dire « j'aimerais que vous supprimiez mon compte », c'est une des données qui est dans la GDPR, suppression du compte. Il devrait pouvoir le faire lui-même. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose, je suis d'accord. Mais en fait, derrière cette data, nous, on doit techniquement pouvoir générer en fait un download de toute la data, ses orders, etc., pouvoir lui les donner pour pouvoir supprimer ce compte. C'est un processus pour une plateforme comme Coca qui prend du temps. Donc voilà, donc, tout ça pour dire qu'effectivement la data, elle est privée. La data privée, on ne l'exploite pas. Elle est stockée sur nos bases de données. D'accord. Et on l'entend, vos paroles rassurantes, on va dire, mais concrètement parlant, je vous pose la question à vous, Madame Heger. En Suisse, avez-vous le sentiment que la population est assez éduquée? On entendait tout à l'heure M. Schleppi qui disait qu'on ressentait un besoin, oui, de peut-être plus de pédagogie, de plus d'explications par rapport à un mode de fonctionnement sur Internet qui est assez nouveau. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez ou au contraire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans ce domaine-là pour de nouveau éduquer? Je pense qu'on est assez mauvais en Suisse. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment mieux dans les autres pays, mais je pense que le niveau de connaissance est assez bas. Parce qu'on en parle très peu et les seules choses dont on parle, on a l'impression que c'est juste là pour faire peur, mais pas vraiment pour donner des solutions puis pour avoir des discussions constructives. Du coup, je pense il faut vraiment commencer par parler de la sécurité, de la vie privée, le privacy, beaucoup plus. Et j'entends par ça, il faudrait en parler à l'école avec les jeunes, mais aussi il faudrait idéalement des campagnes publiques pour aussi toucher les moins jeunes. Et vraiment en fait sensibiliser à ces choses-là, parce que je pense qu'il y a très peu de monde, en tout cas dans mon entourage, alors c'est peut-être une exception, mais il y a très peu de monde qui est au courant que, en tout cas, vu par les Nations Unies, le privacy, c'est un droit humain. Et je pense que ça, on n'est pas forcément au courant et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Si on sait ça, on va tout de suite se dire que c'est quand même quelque chose de très important et qu'on ne devrait pas le prendre à la légère. Et voilà, et donc de construire en fait, je pense qu'une fois qu'on a une meilleure connaissance au niveau de la population générale, c'est aussi là où on peut prendre des actions, on peut mettre en place un cadre strict et puis le mettre en vigueur pour qu'il n'y ait pas d'abus ou que les abus soient... disons qu'on en fasse quelque chose, qu'on ne laisse pas couler ça comme si de rien n'était. Et je rebondis évidemment, me tournant vers à nouveau le représentant de l'État. Est-ce que l'État a pris conscience de cette mission pédagogique, d'encadrement, d'explication à la population de ces enjeux-là, pardon? Oui, tout à fait. Je rebondis et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit là. On a un rôle au niveau de l'État et puis on en a pris conscience. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a sorti la stratégie numérique pour le canton de Vaud. Et quand je parle de stratégie numérique, je ne parle pas de digitalisation de l'administration. Je parle vraiment d'une stratégie numérique. Où est-ce qu'on veut aller avec la population, avec les entreprises dans cette ère numérique? Et puis, sur les 5 piliers de cette stratégie numérique, juste pour évoquer 2 piliers en lien avec ça,
un des 5 piliers, c'est la donnée, avec une politique de la donnée. On a entendu avant M. Schleppi qui évoquait le retour du fait qu'il y a cette notion de territorialité, de dire mais est-ce que c'est important de stocker mes données en Suisse? Et ça, c'est un des aspects. Donc là, on se dote maintenant d'une politique de la donnée. C'est quelque chose qui va être communiqué, je pense, tout début 2021. Le canton de Vaud sera le premier canton à publier une politique de la donnée pour le canton. Par rapport à cette politique de la donnée, il y a un autre pilier, est le pilier de l'accompagnement des personnes. Et puis, l'accompagnement des personnes, c'est exactement ce qui a été dit. Ça commence par des plans de sensibilisation et du travail au niveau des écoles pour vraiment, on dira, éduquer les jeunes dès les premiers âges à cette utilisation du numérique, à cette sensibilité par rapport à la donnée, la privacy, comme vous avez dit. Et ça commence par les jeunes, mais sans oublier après toutes les tranches d'âge, toute la partie d'éducation permanente, les personnes en emploi mais qui ne sont pas forcément, on dira, très au fait avec ce numérique, jusqu'aux aspects de fracture numérique, c'est-à-dire il ne faut pas aussi oublier qu'il y a toute une partie de la population qui est quand même complètement déconnectée de cet aspect numérique, et ces personnes-là, on ne doit pas les oublier. Dans notre stratégie numérique, on essaye aussi de prendre en compte pas que les aspects des personnes qui peuvent utiliser le numérique, mais aussi trouver les solutions pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas utiliser le numérique. Parce que justement, je me tourne vers vous, monsieur Gertner, on parle de fracture numérique, d'une frange de la population qui n'a pas accès parce qu'il a peut-être peur de l'utiliser. Typiquement, en 2020, un utilisateur d'un certain âge, même si on ne va pas réduire qu'à la population peut-être plus âgée le fait de ne pas être connecté, mais est-ce qu'on peut encore, question très simple, prendre le train en Suisse sans utiliser une solution numérique, sans laisser de données? Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, voyager de manière anonyme, c'est toujours une option qui est possible chez les CFF. Donc aujourd'hui, ça passe par la possibilité d'acheter une certaine catégorie de billets, que ce soit aux automates ou au guichet, sans avoir à aucun moment à fournir des données personnelles. Donc que ce soit pour l'achat du billet, au moment du contrôle, on peut encore aujourd'hui voyager de manière complètement anonyme. Et quand ce ne serait pas possible, par exemple lorsqu'on est amené à acheter des billets en ligne, à ce moment-là, il y a d'autres options qui permettent de réduire l'empreinte digitale que l'on laisse et de ne fournir les données qui ne sont que strictement nécessaires pour l'achat de ces billets. En préparant ce débat, vous me disiez que, comme toute société a l'obligation de le faire, vous étiez soumis à l'obligation, si la demande est faite, de fournir à vos clients les données que vous possédez sur eux. Ça vous arrive fréquemment, des demandes d'utilisateurs qui veulent voir les données que les CFF possèdent sur eux? Alors, c'est une possibilité, ça ne nous arrive pas fréquemment. Aujourd'hui, ce n'est pas un besoin récurrent de la part de nos utilisateurs. Et peut-être pour rebondir sur ce que M. Dobler disait, c'est vraiment une préoccupation extrêmement importante. Donc, notre équipe de protection des données chez les CFF, c'est une équipe qui est en constante croissance, en vue de répondre essentiellement à 2 questions. La première question, c'est de s'assurer que l'ensemble des départements chez les CFF restent compliant avec la politique et la stratégie sur les données personnelles qui a été mise en place. Et la seconde, c'est pour répondre à toutes les questions et les demandes de la part des utilisateurs, pour ceux qui souhaiteraient avoir accès aux données qui ont été stockées, pour ceux qui souhaiteraient modifier les consentements qui ont été donnés sur ces données, pour ceux qui souhaiteraient supprimer leur compte. Donc, ils ont accès à toutes ces informations-là et on se fait un devoir de répondre à toutes les exigences en la matière. D'accord, merci. Je vous passe la parole, Monsieur Heun, parce que là, on parle beaucoup finalement de politique, de bonnes pratiques, de marketing, mais vous, qui êtes un data scientist, donc qui travaillez tous les jours avec cette nouvelle hors-gris, on va dire, est-ce que l'évolution de l'utilisation des données, ça vous fait peur? Est-ce que vous comprenez que les gens aient ces craintes-là, ou finalement c'est un peu comme lors de l'apparition de l'électricité ou de grandes inventions, finalement quelque chose auquel on va s'habituer et qui, en faisant justement ce que nous avons un peu de pédagogie, les gens vont comprendre qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter?
Non, je dirais que les gens, ils ont raison de poser des questions. Et puis on voit d'ailleurs dans le débat qu'il y a eu avant, dans la table ronde, qu'il y a de bonnes questions qui commencent à émerger. Et je pense que c'est vraiment très légitime et poser les questions sur où vont mes données, où est-ce qu'elles sont stockées, qu'est-ce que je peux en faire. Tout ça, c'est des questions que nous, en tant que professionnels, on doit pouvoir y répondre et on doit pouvoir aussi avoir l'oreille, entendre ces questionnements et puis vraiment pouvoir donner toutes les réponses le plus facilement possible, vu que déjà pour certaines personnes, le digital, ça reste quand même quelque chose qui est assez difficile à prendre en main. Après, moi, dans mon travail de tous les jours, je travaille beaucoup avec des données industrielles. Et du coup, là, c'est pas vraiment des données personnelles, où là, c'est quelqu'un qui peut se sentir visé ou manipulé ou ce genre de choses. Mais nous, on essaie vraiment de permettre aux entreprises de mieux travailler dans leur domaine d'activité, d'avoir des meilleures ressources, de prendre des meilleures décisions. Et tout ça, au final, ça bénéficie tout le reste de la société. Moins d'entreprises qui prennent de mauvaises décisions. Au final, j'espère le croire que tout le reste de la société en profite. Et puis, parmi les questions, les bonnes questions que les gens se posent, on le disait avant, et M. Schleppi nous en parlait, c'est le lieu de stockage de ces données. On se rend compte de plus en plus qu'il est important de savoir où elles le sont. Et puis, je me permets de vous poser la question, M. Dobler, typiquement vous, chez Coca, ces données-là, où sont-elles stockées et quelle est votre politique en la matière? Oui, je voulais peut-être juste rebondir sur une chose que je trouvais très intéressante. Je pense qu'aujourd'hui, on a comme devoir, et je pense qu'en fait c'est tout dans notre intérêt, d'être transparent. Simplement d'être transparent. Et de dire les choses, parce que de toute façon aujourd'hui, typiquement si je prends Coca comme exemple, mais plein d'autres, les CFF, on peut parler, on peut demander, on a des réseaux sociaux, les gens nous le demandent. Et si on ne peut pas y faire face et on ne peut pas être transparent, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc dans tous les cas, je pense qu'effectivement, on doit aller dans ce sens-là. Et pourquoi cacher en fait la vérité? Du coup, je vais répondre à cette question et je vais être transparent, et ça peut peut-être surprendre quelques-uns. Nos données, donc notre database, elle est stockée chez Amazon, AWS, donc le service vraiment d'hébergement d'Amazon. Aujourd'hui, pourquoi on fait ça? Donc, bon, d'une part, il faut savoir qu'Amazon, on a des contrats, donc ne touche pas à cette data. Cette data reste notre propriété. Voilà, c'est déjà quelque chose qui est important. On ne parle pas d'Amazon, la partie shopping ou marketplace. Maintenant, Amazon, on est en Irlande, donc on peut choisir d'être en Europe, etc., et pas aux US, etc. Okay. Mais pourquoi on l'a fait? Parce qu'aujourd'hui, les acteurs en Suisse, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, mais c'est un travail qui prend du temps, on fait du scale-up ou du scale-down très fréquemment parce qu'on a des charges très violentes. Pour les non-initiés, le scale-up, scale-down. Excusez-moi, c'est effectivement, on doit adapter nos serveurs, notre infrastructure, parce que, imaginez beaucoup de monde qui arrive dans un magasin, la porte d'entrée, il faut qu'elle s'agrandisse. C'est un petit peu la même chose au niveau de l'hébergement. Donc on doit, au lieu d'avoir un serveur, tout d'un coup on doit en avoir 50 en l'espace de 2 heures. Parce qu'on fait de la vente événementielle, c'est notre business qui fait qu'on a cette problématique. Aujourd'hui, Amazon répond parfaitement à ceci, et d'un point de vue économique, Amazon est très bien placé. Donc c'est la raison pour laquelle on est chez Amazon, pour y répondre, et je suis tout à fait transparent. Aujourd'hui, Amazon, on le sait, va avoir des data centers sur Zurich d'ici 2022. Donc c'est quelque chose sur lequel on est très content, parce qu'on saura que nos data sont en Suisse. Ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui d'explorer d'autres pistes avec d'autres acteurs qui sont en Suisse. Par contre, les backups, donc les backups qu'on fait fréquemment, ces backups-là sont chez un hébergeur suisse. Mais donc la principale raison pour laquelle vos données de base, on va dire, sont stockées chez Amazon, c'est qu'on n'a pas la capacité en Suisse, on n'a pas les acteurs... Jusqu'à aujourd'hui, alors attention, je veux pas, encore une fois, on n'a pas testé tout le monde, mais jusqu'à aujourd'hui, par rapport au benchmark qu'on a fait, par rapport aux solutions qu'on a testées, effectivement, et évidemment, je parle bien du coût aussi, c'est pas seulement la capacité de le faire, c'est aussi une question de coût. Nous, le fait de devoir faire du x20, x10 pour 1 heure, effectivement, c'est pas quelque chose qui est très rentable pour les acteurs qui sont en Suisse, alors qu'en Amazon va le proposer. Et ça, je me retourne vers vous, mais c'est un problème, j'imagine, que l'on ne puisse pas, qu'on n'ait pas assez d'acteurs, enfin pas les bons acteurs en Suisse pour le faire. Est-ce que ce côté, cette territorialité, ce côté un peu cocorico, en l'occurrence suisse, mais l'État dit quoi? Alors,
C'est super parce que vous me donnez la possibilité d'expliquer chaque pilier de la stratégie numérique du canton de Vaud. J'en ai déjà expliqué 2 avant, puis maintenant on arrive sur la 3e, qui est l'accompagnement des entreprises en fait. Puis dans notre vision par rapport à la stratégie numérique, pour les entreprises, il y a certes un accompagnement dans le sens aussi de sensibilisation par rapport à ces notions de souveraineté, de dire attention, c'est mieux si vous avez vos données en Suisse, mais il y a d'autres aspects, c'est aussi tout le volet économique pour la Suisse. Il y a le numérique amène toute une série d'opportunités pour la Suisse où, je dirais, les entreprises vont devoir, et des entreprises issues aussi des hautes écoles, hein, des start-up issues de l'EPFL, donc amènent toutes des opportunités pour se développer dans ce domaine-là. Et si on arrive en Suisse, je dirais, à faire la même chose qu'on a fait dans le domaine financier il y a quelques dizaines d'années, mais sur la donnée, c'est-à-dire de donner confiance à tout le monde, que la Suisse puisse être vue un peu comme la banque de données au niveau mondial, avec tous les traitements qui vont avec, hein, qui soient faits d'ailleurs par des boîtes américaines qui ouvrent des succursales ou des boîtes étrangères qui ouvrent des succursales en Suisse, ou des start-up, des sociétés suisses qui, je dirais, qui se développent dans ce domaine. C'est une source d'opportunité pour le canton de Vaud, mais pour la Suisse en général, hein, parce que l'idée de la stratégie numérique du canton de Vaud, c'est essayer de pousser aussi tout le reste de la Suisse à adopter un peu cette même politique. Et puis on comprend tout à fait, hein, parce que nous, du côté de l'État de Vaud, pour quelques prestations ponctuelles où on a estimé qu'on n'avait pas des données sensibles, on a aussi utilisé quelques prestations cloud, mais on a vraiment fait attention de dire quels sont ces types de données. Pour d'autres, on a renoncé à utiliser des prestataires, on dira, américains avec des prestations cloud, parce que là, on estimait que les données y étaient trop sensibles. Et puis pour d'autres aussi, alors pas que le canton de Vaud, hein, mais la Confédération, on dira l'Union des cantons au niveau suisse, on a aussi mis beaucoup de pression, par exemple, sur des acteurs comme Microsoft à une époque, pour qu'ils ouvrent des data centers en Suisse. Et puis c'était une des conditions pour qu'on signe des contrats avec eux pour la suite, Office 365, etc. Alors, il n'y avait pas que les administrations, mais si on met toutes les administrations ensemble, c'est quand même des acteurs de poids qui peuvent faire évoluer le marché. Donc ça, il faut le voir, tant sous l'axe de la protection des données, puis de ce souci, hein, de vraiment se dire, on a les données en Suisse, elles sont physiquement en Suisse, elles sont sous de la législation suisse, ça c'est hyper important, mais c'est pas que ça, c'est pas que ces aspects de, on dira, de souveraineté par rapport aux données, c'est aussi la vision de dire pour l'économie suisse, c'est toute une série d'opportunités, le numérique pour la Suisse, pour rester, on dira, un acteur majeur au niveau du domaine tertiaire. Et puisqu'on parle d'opportunités, parce qu'on ne va pas parler que des risques et puis de la crainte que les données inspirent, typiquement, et je sais que vous êtes basé à l'EPFL et que vous avez ce lien privilégié avec un des acteurs de l'innovation en Suisse. Concrètement parlant, aujourd'hui, qu'est-ce que ces données qu'on n'avait pas, on va dire, il y a 15-20 ans, qu'est-ce que ces données vous permettent à vous, CFF, de faire et qu'est-ce que ça vous permettra de proposer à votre public, à vos utilisateurs dans, je ne sais pas, 5, 20, 50 ans? Alors peut-être déjà pour commencer, je vais amener un exemple qui est déjà possible aujourd'hui. On a au sein de l'application CFF un service qui s'appelle EasyRide. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce service, mais concrètement, c'est un service qui permet de, à la place de devoir choisir, sélectionner son ticket, il permet, avant de monter dans un transport, de faire un swipe dans l'application. Et une fois qu'on est sorti du dernier moyen de transport qu'on voulait utiliser, de refaire un swipe. Et le service va directement sélectionner le meilleur tarif pour le trajet que vous avez parcouru. Donc ce service nécessite l'accès aux données de géolocalisation de votre smartphone, donc des données sensibles, mais la contrepartie, c'est une utilisation et une expérience pour l'utilisateur qui est extrêmement simple et qui amène une plus-value incroyable pour l'utilisateur. Donc ça, c'est
typiquement le service qui ne serait pas possible sans l'utilisation de données personnelles et qui fait vraiment un excellent travail et qui est vraiment plébiscité par nos utilisateurs. Si on regarde un petit peu plus dans le futur et dans la thématique de la mobilité, et plus particulièrement le premier et le dernier kilomètre, qui sont la thématique phare de notre équipe, on regarde aussi beaucoup le transport à la demande. Le transport à la demande, c'est l'avenir aussi pour le transport public, pour remplacer des lignes cadencées qui parfois ne sont pas assez efficientes, qui ne permettent pas d'être rentables tout au long de la journée. Et pour ce transport à la demande, on a aussi besoin d'un certain nombre de données. Donc l'année dernière, par exemple, on a fait un projet pilote à Bienne pour servir une zone commerciale qui était relativement mal desservie par les transports en public et dans laquelle les habitants, avec une application, pouvaient demander à une navette de venir les chercher afin de pouvoir se déplacer dans cette zone mal desservie. Donc il y a une multitude de cas de ce type-là qui montrent que aujourd'hui les clients ont toujours besoin d'un service au plus près de leurs besoins et le digital nous apporte de très nombreuses solutions avec le coût qui est l'utilisation des données personnelles. Je vous entends et je me tourne vers vous, Madame Heger. Finalement, est-ce que, en termes d'utilisation des données, c'est noir ou blanc, ou est-ce qu'il y a un moyen de survivre dans cette société numérique en protégeant quand même ces données tout en utilisant celles qu'on nous demande, des Google Maps, des outils qui nous aident tous les jours dans notre vie? Est-ce qu'il y a quelques bonnes pratiques à adopter pour avoir, on va dire, une certaine aisance quand on navigue dans le monde numérique? Oui, c'est clair, il y a des choses à faire et je pense que ce qui est important, c'est justement de savoir qu'est-ce qu'on protège, quelles sont ces données et surtout de quoi ou de qui on les protège. Parce qu'au final, selon nos intérêts, ça va être différent. Donc si on veut se protéger, entre guillemets, du prestataire, alors que ce soit, peu importe, la vente en ligne ou n'importe quoi, généralement là, ça passe par configurer le compte de manière qui nous rende à l'aise. La plupart, en tout cas en Suisse, beaucoup nous donnent la possibilité de savoir en transparence qu'est-ce qui est fait avec nos données, quelles données, et on peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire ou pas. Alors il y a peut-être des services qui du coup tombent à l'eau si on n'est pas d'accord de partager certaines choses, mais bon, on le fait, c'est notre choix. Par contre, si c'est plus pour se protéger contre les méchants, donc des gens de l'externe qui voudraient ou des gens qui voudraient justement abuser ou avoir accès à des choses dont ils ne devraient pas avoir le droit. Il y a des choses toutes bêtes comme d'avoir des bons mots de passe et ça passe par de nos jours avoir des gestionnaires de mots de passe parce qu'on ne peut pas avoir 500 mots de passe différents qui sont tous bons. Donc il y a des petites choses comme ça, mais au final le plus important c'est vraiment de se poser la question au début, c'est de quoi ou de qui on se protège et comme ça on peut un peu viser le tir. D'où l'importance d'éduquer, parce qu'on a l'impression que ces questions-là, à part dans les cercles initiés, peu de gens se posent la question. Et puis, je vous pose la question à vous, Monsieur Heun, dans le monde de l'entreprise, vous qui travaillez avec les entreprises, cette prise de conscience-là, elle est faite à 80, 90, 100%. Vous avez encore l'impression que parfois vous faites œuvre de pionnier devez aller expliquer des choses qui peut-être vous paraissent évidentes. Non, c'est clair. Bon, après, tout dépend de l'industrie, tout dépend des clients. On a des contacts avec des entreprises qui ont plus ou moins de maturité, avec qui on a des engagements vraiment différents, où on peut être, par exemple, en train d'aider les équipes qui analysent les données. Du coup, là, ça veut dire que l'entreprise, elle a déjà compris un peu que dans son modèle d'affaires et par rapport à ses concurrents, s'ils ne commencent pas à comprendre un peu les données pour vraiment, comme je disais avant, prendre ces bonnes décisions, ils vont vite perdre la main. Et après, par contre, de l'autre sens, on a d'autres entreprises qui sont encore très traditionnelles, très, je ne veux pas dire fermées aux nouvelles technologies, mais qui n'ont pas forcément les compétences chez eux en interne. Et même comme ça, même si ce n'est pas voulu comme situation dans certaines entreprises, c'est juste qu'ils ont de temps en temps de mal vraiment à trouver les personnes compétentes et vraiment les gens qui prennent vraiment cette transformation en main, parce qu'au final c'est
des entrepreneurs dans les entreprises qu'il faut qu'ils mettent en place. Et ça va venir, je pense, avec un peu de temps. Mais ouais. Et là, on parle des entreprises, comme on dit, plus traditionnelles. Coca, typiquement, vous êtes né avec le numérique, vous êtes des digital natives. Vous vous positionnez de manière très éthique, et comme tous les acteurs autour de cette table virtuelle. Mais si vous vouliez, ces données-là, vous pourriez les utiliser de manière plus, on va dire, opportuniste et plus agressive, on va dire. Complètement, mais ce serait effectivement, comme je le disais tout à l'heure, se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, pour nous, c'est très important. C'est pour ça que tous les colis passent par chez nous. C'est pour contrôler la qualité et puis pour que les datas ne sortent pas de chez nous. On le fait pour le caucasien. Voilà. Et je pense que le fait d'être transparent crée de la fidélisation. Et oui, effectivement, on pourrait vendre cette data, on pourrait la donner à nos fournisseurs comme on pourrait la donner à un tiers. Et je pense que l'éducation, c'est une chose, c'est important. Moi, j'ai fait un test, j'ai donné un cours dans les écoles pour dire attention à votre image sur les réseaux sociaux. Donc c'était des fins de cursus avant l'apprentissage. Une année après, donc c'était voilà, juste l'année avant, donc l'année d'après, je suis allé voir. Quelqu'un qui a protégé son compte. Donc ils ont les photos de leur soirée. Aucun l'avait fait. Donc soit je suis peut-être pas un très bon prof, mais quand même, c'était quand même assez surprenant. Zéro. Et je pense qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, je le rejoins. Je pense que le côté éthique, pour moi, on doit les prendre par la main. C'est notre job. Je parle du e-commerce en l'occurrence, c'est notre job d'avoir des gestionnaires de mots de passe qui tiennent la route, de pouvoir leur dire ok, maintenant on va vous montrer comment on fait, on va vous montrer qu'on est transparent, puis vraiment on va le faire. Et pourquoi pas créer notre propre label, un vrai label qui tient la route, qui dit nous derrière, comme le bio ou je sais pas quoi, mais quelque chose qui tient la route et qui est traçable. Pour moi c'est ça aussi la privacy de la data, c'est la traçabilité. C'est d'ouvrir ton carnet puis de dire ben voilà c'est ça. Ben, si tu es prêt à le faire, fais-le. Nous on est prêt à le faire. Aucun problème. Et encore une fois, c'est comme je disais, d'être transparent, de pousser, de tendre dans la transparence. Je suis convaincu, c'est ce que je disais la dernière fois, le commerce équitable, c'est celui qui a de l'avenir. Aujourd'hui, on prend des Google, des Gmail, des Amazon, etc. On voit bien qu'on est tracé de partout, qu'au final, l'email qu'on a envoyé, etc., on ne sait pas. Enfin, c'est horrible. Et du coup, pourquoi en Suisse, nous, on a cette chance, avec des acteurs qui sont géniaux, on est là autour de la table, on se dit, OK, on se pose. On crée notre propre label. Faisons-le. Un label suisse, certifié. Effectivement. Alors, il y a des travaux dans ce sens-là avec les PFL. Donc, il y a des travaux autour d'un label de confiance. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut se rendre compte que l'Europe, de manière générale, a quand même pas mal d'avance sur ces sujets-là par rapport aux autres continents. Et par rapport à la Suisse, ou vous incluez le... Par rapport à la Suisse est en train de revoir sa loi sur la protection des données, donc elle va se rapprocher après de la GDPR, donc je pense qu'on est en train de rattraper ce retard. Mais là, j'étais plus en train de nous comparer l'Europe, Suisse inclus, au reste du monde. Et puis, si on veut faire un peu un parallèle, le reste du monde, c'est vraiment le Far West avec les données, c'est le Far West, chacun. Puis on voit les plus grosses entreprises au monde maintenant, les plus capitalisées, sont celles qui capitalisent sur la donnée en faisant une utilisation. Alors, mode Far West, toutes les utilisations sont bonnes tant qu'on peut en tirer le profit maximum. Et il y a ce Far West, et au niveau de l'Europe, on a pris de l'avance, on a commencé à mettre des règles et des bonnes pratiques en place qui font que, à mon avis, on a pris un petit peu d'avance sur les autres continents. Parce que moi, je suis convaincu que c'est une histoire de maturité autour de la donnée. On n'est qu'au début. C'est vrai qu'on est dans cette époque un petit peu Far West. Le niveau de maturité va monter. Les exigences, la prise de conscience des entreprises, des peuples, des populations, va aussi augmenter dans les années ou les dizaines d'années qui vont venir devant nous. Donc, au final, ça va être des marchés quand même, où ça va être quand même beaucoup plus réglementé que ce qu'on a dans d'autres continents maintenant. Et puis, tout le monde va devoir s'aligner. Et puis, ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment au niveau de maturité au début. Et puis, ça va augmenter un petit peu partout. Et l'Europe, la Suisse, a pris peut-être un petit peu d'avance par rapport à d'autres continents. Et ça, Mme Meyer, vous avez le sentiment justement que les entreprises suisses sont peut-être un petit peu plus au courant, un petit peu plus éduquées que leurs confrères ou consoeurs
Ça dépend. D'autres continents, c'est-à-dire de ce que j'ai vu et des clients que moi j'ai eu en termes de sécurité, que ce soit justement suisse ou étranger, ouais, ça dépend pas s'ils sont suisses ou pas. C'est vraiment comme on disait chez Coca, c'est si on a envie. Si c'est important pour nous, bah, on le fait. Donc les entreprises le font si elles ont envie. Il y a ce côté-là, il y a les autres qui sont obligés. Donc il y a les banques et les assurances qui sont hyper réglementées. Et là, du coup, ça rigole beaucoup moins. Et les choses sont beaucoup plus carrées. Mais c'est pas forcément parce que c'est en Suisse que ça va être bien fait. Mais je pense que c'est juste et je pense qu'il faut vraiment responsabiliser les entreprises qui font ces choses-là et plutôt que de dire aux consommateurs de faire différemment. Donc je pense que c'est pas à nous de changer notre façon de vivre. Comme on est en 2020, les données, on peut vraiment difficilement éviter de les générer. Donc quand on les confie à une entreprise, je pense que c'est à l'entreprise de faire le nécessaire pour les protéger. Mais donc le réflexe à avoir, en fin de compte, on va parler surtout pour le citoyen lambda, mais cette partie du principe que de toute manière, son empreinte numérique est à peu près partout et qu'il faut ensuite avoir un peu de bon sens dans sa manière de la gérer. C'est ça, si je comprends bien. Oui, alors idéalement, il y aurait le cadre qui ferait qu'on n'a pas besoin de faire ça, mais en attendant, oui, il faut savoir justement faire un peu cette gestion de risque dans sa tête, de se dire qu'est-ce que je suis d'accord de partager, qu'est-ce que je suis pas d'accord de partager. Et au final, c'est même pas juste une question d'appétit du risque, mais c'est aussi nos données, comme il l'a dit, nos données, elles sont en dehors peut-être de l'Europe, surtout, elles sont monétisées. Et donc le fait qu'on utilise un service ou un autre va générer du revenu pour ces entreprises-là. Donc le fait de les utiliser, notre argent parle, hein, même si c'est pas notre argent directement parce que le service est gratuit, mais il faut qu'on réfléchisse à ça et si on n'a pas envie, si les GAFA nous déplaisent parce qu'ils sont trop puissants ou parce qu'ils font n'importe quoi, bah, on peut essayer de les éviter. Et il y a des alternatives, je dis pas qu'il faut du jour au lendemain tout arrêter, mais il y a moyen de réduire un petit peu et puis de choisir justement ce pourquoi on est d'accord et ce pourquoi on n'est pas d'accord, et puis de favoriser les entreprises en qui on a confiance. Je suis complètement d'accord. Je peux que rejoindre. La problématique qu'on a, je pense aussi quand on parle des GAFA, etc., c'est qu'ils ont des outils qui sont tellement puissants, qui sont ultra puissants. Je veux dire, utiliser Google Maps, c'est juste cool. Il faut le dire. Utiliser Gmail, c'est cool. Et à la limite, une petite pub qui passe par-ci par-là, franchement. Donc encore une fois, si je reviens sur l'éducation, ces outils sont tellement puissants. Un Tinder, je dis pas tout de suite là, mais non, papa qui est... Donc un Tinder, typiquement, c'est cool. Bah, tous ces outils sont vraiment puissants. Et ça, à nous, je pense, aujourd'hui, en Suisse, et je rejoins, c'est de dire, ok, bah, comment on peut faire pour offrir des outils qui sont cool et qui font le job, mais de manière éthique. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est tellement gratuit et bien fait que c'est difficile de faire en raisonnement et d'éduquer les gens pour leur dire non, mais allez plutôt utiliser ça. Alors qu'en fait, donc je pense qu'il y a vraiment un job où il faut se réunir pour pouvoir avoir un petit peu plus de force, avec la même ligne de conduite et de la transparence et d'être éthique, quoi. Puis à nouveau, pour prendre le pendant, parce que là on parle beaucoup de risques, de réglementation, de législation, en termes d'opportunités, est-ce que vous avez de nouveau le sentiment que les sociétés, alors si elles vous appellent, c'est qu'elles soupçonnent que ça l'est, mais est-ce que les sociétés avec lesquelles vous travaillez se rendent compte qu'elles sont souvent assises sur des mines d'or avec les données qu'elles ont et de ce qu'elles peuvent en faire? Alors celles avec qui on travaille, j'espère que oui. Mais non, mais en vrai, sinon, la plupart, il y a quand même beaucoup d'entreprises, il faut le dire, parce que les gens après, ils vont commencer à avoir peur, qui utilisent des données qui ne sont pas forcément des données personnelles. Des données, dans une industrie, des données de capteurs, des données de pesée de matériel, ou même au CFF, des données de capacité de train. Au final, c'est pas des données personnelles, c'est pas des données qui veulent nous tracer, veulent nous faire du mal, c'est vraiment des données pour nous apporter un meilleur service au final. Et du coup, c'est pour ça, il y a un peu faut faire attention. Il y a des opportunités, mais c'est pas non plus, c'est pas que des opportunités pour venir nous faire vendre plus de choses. C'est vraiment aussi pour que les entreprises, elles aient de meilleurs processus en interne,
qu'elle travaille mieux, enfin voilà. Et j'aimerais juste rebondir une chose sur tout ce qui a été dit avant. Enfin, maintenant en période de Covid où on dit bonne hygiène des mains, c'est aussi, enfin, je pense que c'est bien de faire la même chose, mais avoir une bonne hygiène digitale et que les gens ils se rendent compte un peu, ah pourquoi est-ce que je reçois 15 mails de pub par jour, est-ce que je pourrais pas me désabonner par exemple, et enfin et ce genre de choses, je pense que nous, bah, on le sait parce qu'on le voit tous les jours, mais il y a des personnes que si quelqu'un va pas leur dire au moins une fois, ils vont pas forcément s'en rendre compte, et puis c'est peut-être là où ce gap, enfin cet écart, il va se faire de plus en plus grand si on n'intervient pas, enfin tout le monde un peu dans son entourage. Ouais, parce qu'au final, je me tourne vers vous, mais c'est vrai qu'on dit souvent que la principale faille en termes de sécurité, que ce soit dans une entreprise, que ce soit au niveau particulier, ça reste l'homme. Ouais, alors ça se dit souvent. Après, je sais mais c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas vrai. Disons, l'humain ou la personne derrière la machine, c'est un bon vecteur d'attaque. Disons, parce que l'homme est pas infaillible et du coup, on peut essayer. Puis, on n'a pas, nous, des systèmes qui sont connectés à nous qui vont générer des alertes quand il se passe des choses étranges. Donc, si nous, on n'a pas justement cette connaissance ou cette compréhension, on pourra passer à côté de choses qui sont louches qu'un système pourra reconnaître. Donc c'est pas forcément, les systèmes ils sont créés au final par des humains et du coup il y a des failles aussi. Hein. Et puis donc ouais mais c'est vrai qu'on attaque souvent les gens au final parce qu'on peut le faire plein de fois et puis il suffit d'une fois pour que ça marche et donc pourquoi pas. Ouais. Face à des algorithmes qui brassent des milliards d'informations, il y a une petite chance quand même qu'un humain soit touché, on va dire. Vous voulez intervenir ? Si on ne veut pas attaquer les gens directement, on peut juste dire que la faille est des fois entre le clavier et la chaise. C'est-à-dire ? On a compris. J'ai quelques questions qu'on a reçues en ligne. Une première question, on parlait d'Amazon avant. Amazon est américain. Si les données sont hébergées sur Amazon, est-ce que ça veut dire que le gouvernement américain a accès à toutes mes données? Alors je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être vous, monsieur, ou madame Heger, qui se lance sur cette question d'apparence facile, mais qui en cette nuit d'élection américaine, mais peut-être moins. Non, est-ce que je suis pas avocat des données, du coup, j'arriverai pas à dire. C'est un peu compliqué de répondre. Je pense qu'il faut partir du principe que oui, parce que c'est plus sûr comme ça. Après, ça veut pas dire à tout moment ou à tout instant, mais ils ont quand même des lois chez eux qui font que si pour raison XY ils soupçonnent quelque chose, ils pourraient demander aux entreprises américaines de leur fournir des données. Après, ça ne veut pas dire qu'ils le font tous les jours, donc à prendre quand même avec des pincettes, mais dans le doute, à faire attention. De la prudence. Monsieur. Peut-être aussi juste un complément par rapport à ça, parce qu'on a dit Amazon, on n'a pas dit Amazon où, parce que vous aviez visiblement des contrats, par exemple avec Amazon en Irlande, je crois. Tout à fait, ouais. Donc ça veut dire aussi qu'il y a ces aspects-là qui rentrent en compte. Donc en théorie, on pourrait dire, hormis événements exceptionnels, terrorisme, où ils pourraient actionner, les États-Unis pourraient actionner, on dira, des lois spéciales. En théorie, ils n'auraient pas le droit d'accéder à ces informations. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un énorme doute qui est installé, parce que les Américains, enfin les États-Unis ont ajouté toute une série de lois pour contrer le terrorisme, en gros qui leur donnent le droit à tout, partout, donc c'est une entité américaine qui traite la chose. Donc là, ça met quand même des doutes, quand même assez puissants sur qu'est-ce qui pourrait arriver s'ils actionnent ces clauses-là. D'accord. Autre question de nouveau sur protection des données. Est-ce que les données personnelles utilisées par les employeurs sont soumises à d'autres lois ou est-ce qu'elles sont traitées identiquement dans le milieu privé et professionnel? Je ne sais pas qui veut... Je me retourne vers vous ou est-ce que... Là, c'est une question plutôt pour un juriste, donc je ne sais pas si... C'est une question plutôt pour un juriste, puis on parlait de société privée, là. Donc nous, du côté de l'État, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de l'État, toutes les données qu'on a du côté de l'État
sont couvertes par des lois. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité, nous, de demander des données à des particuliers ou des entreprises si on n'a pas une loi qui supporte la demande. Par exemple, sur la fiscalité, par exemple, quand on demande des renseignements fiscaux, donc des données, ça c'est couvert par une loi sur la fiscalité. On n'a pas de possibilité de récupérer des données qui ne seraient pas couvertes par des lois au niveau de l'administration. Hein. Pour les entreprises privées, ça doit être différent. Parce que pour l'heure, finalement, en termes de législation, on est encore beaucoup en train de copier le monde réel pour le transposer dans le monde numérique. On peut dire ça? Oui, effectivement. Effectivement, on peut le dire comme ça. Maintenant, là, je parlais pour les administrations au niveau des sociétés privées. Et là, je connais pas exactement. Je suis pas juriste, donc je connais pas exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ce qu'on a le droit de récolter sur les employés ou pas, surtout pas. Du coup, de nouveau, pas juriste, hein, mais je sais qu'on n'a pas le droit, en tant qu'entreprise privée, de traquer, de surveiller les employés. Choses qui se font dans d'autres pays, ça c'est sûr, mais en Suisse, c'est pas autorisé. Encore une fois, moi je voulais répondre, j'en sais rien du tout, c'est clair. Je ne suis pas juriste, mais par contre, une chose importante, c'est encore une fois, c'est l'éthique qu'on a au sein de l'entreprise. Simplement. Enfin, je veux dire, des collaborateurs qui se sentent menacés ou espionnés, du coup, je pense qu'ils ne vont pas être fidèles très longtemps. Donc, chez Coca, on a aussi cette transparence à l'interne. Et on a même on a constitué une team éthique qui est là pour dire, non, mais attendez, mais des garde-fous, parce que peut-être que des fois, on ne voit pas tout. Le business qui pousse, etc. Et puis en fait, c'est bien d'avoir des gens justement qui ont en fait une casquette un peu plus éthique et qui ont ce rôle. Je pense que ça va pas dans le sens de l'entreprise de pouvoir faire ça. Je pense surtout que, effectivement, ça fidélise pas, quoi. Et vous, chez Unit8, je crois que ça, justement cet aspect éthique, cet aspect positif, vous le vendez beaucoup. C'est important. Oui, c'est sûr. Enfin, tout simplement pour le bien de la société, pas forcément après. Enfin, même pas que au niveau technique, au niveau des activités aussi, extra techniques, non ingénierie qu'on fait aussi de temps en temps, de manière en volontariat. C'est clair que au final, quelles que soient les lois, une entreprise non éthique va toujours un peu avoir cette longueur d'avance. Alors du coup, tout simplement, si on pose les bonnes questions et si on essaie de toujours travailler avec des personnes et des entreprises éthiques, on limite un peu les chances de se faire abuser de manière digitale, que nos données soient utilisées d'une manière qu'on ne le veut pas, etc. Ouais. On arrive gentiment à la fin de cette partie des discussions. On a reçu quelques questions que je vous ai lues, mais si on revient à la question de départ, je vais faire un tour parmi les panélistes, mais mes données personnelles en ligne sont-elles en sécurité? Que peut-on répondre? Est-ce qu'on peut répondre par l'affirmative? Est-ce que question un peu compliquée, mais si je me tourne vers vous. Alors je pense que tout ce qu'on a pu discuter ce soir, on en revient beaucoup à une responsabilisation à avoir chacun par rapport à ses propres données. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse à aucun moment être à 100% certain qu'on peut évoluer en complète sécurité, mais c'est exactement ce qu'on a dit, c'est un travail de longue haleine pour faire en sorte que chacun puisse se sentir responsable et comprendre à quel point il s'expose au travers de ces différents mouvements dans le digital. Et ça passe aussi par avoir confiance en les interlocuteurs vers lesquels on se tourne. Et c'est là où je pense que chacune des entreprises doit apporter cette transparence et montrer que les utilisateurs peuvent avoir confiance en elles, parce qu'on n'aura jamais l'intégralité de nos clients qui seront complètement au fait de l'intégralité des données qu'ils confient, de la manière dont ils sont gérés. Donc c'est à nous, entreprises, de donner confiance et de permettre aux gens de se sentir en sécurité, même si on n'aura jamais aucun moyen de leur garantir à 100% cette sécurité. Je vous remercie. Je vous pose la même question, du coup. Quelle est la réponse plus politique, dira-t-on? Pas politique, mais... Je voulais pas forcément... en fait, la réponse à la question, moi je pense par souci pédagogique, je dirais,
il faut déjà que peut-être la personne se réponde non. En fait, mes données ne sont pas en sécurité. Par défaut. Par défaut. C'est par souci pédagogique, simplement, de se dire « Ah non, par défaut, elles ne sont pas en sécurité. » Donc, je commence à réfléchir. Quel type de données j'ai mis? Est-ce que c'est des données privées? Est-ce que c'est des données sans importance? Est-ce que c'est... Donc commencer pour les personnes ou les entreprises à se poser la question. Donc par principe, elles ne sont pas en sécurité. Donc maintenant, je fais l'exercice. Est-ce que c'est des données sensibles pour moi? Oui, non. Est-ce que j'ai confiance, je dirais, dans l'entreprise ou dans l'administration dans laquelle j'ai posé ces données? Est-ce que si je pose des questions, on me répond de manière éthique, juste? Donc voilà, juste par souci pédagogique, je dirais par défaut, je proposerais qu'on se pose la question en se disant, ben non, elles ne sont pas par défaut en sécurité. Il faut quand même que je réfléchisse un peu pour voir si tout est ouvert. Logique qui serait la même de votre côté, par défaut, nous ne sommes pas en sécurité. Oui et non, je pense que là où je rejoins, c'est je pense qu'il faut que chacun définisse ce que ça veut dire la sécurité pour nous. Hein, puis ça sera pas forcément pareil pour tout le monde, mais du coup de faire cet exercice de réflexion de qu'est-ce que ça veut dire pour nous, parce que typiquement, en français c'est toujours difficile parce que le mot privacy il n'existe pas vraiment, mais si sécurité et privacy c'est pas la même chose, et si on reprend l'exemple des GAFA, ils ont une très bonne sécurité. Ça, c'est clair. Mais c'est pas de ça qu'on les critique. On les critique plutôt pour la question de la privacy. Donc, quand on parle, quand il y a une question comme ça, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Est-ce qu'on parle de privacy? Est-ce qu'on parle de sécurité? Parce que c'est des choses qui sont différentes. Et au final, de nouveau, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on est d'accord d'accepter ou pas. Et je pense que c'est un peu le début de tout ce qui peut être dit par la suite. Et d'un long processus d'éducation. Johan Dobler. Je rejoins complètement ce qui a été dit. Pour moi, ce qui est important, effectivement, bon, déjà, c'est quoi la sécurité des données? C'est vrai. En ce qui nous concerne, nous, c'est de dire, OK, mais on ne va pas prendre de la donnée si on n'en a pas besoin. On ne va pas exploiter ta data si, effectivement, pour t'envoyer des mails à tout va, etc. C'est, je pense, d'offrir une vraie charte éthique. Dire, ben voilà, c'est ça nos règles. Nos règles, elles sont celles-ci, on va les respecter. Si on ne les respecte pas, c'est de laisser la communauté ou nos clients ou nos caucasiens s'exprimer, nous le dire. Du moment qu'on fait ça, je pense qu'on pourrait dire oui, on est en sécurité. Maintenant, si on parle de hacking, quelqu'un qui vient hacker notre... Ben non, je ne peux pas répondre. Bien sûr que ça peut arriver. C'est clair que ça peut arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette data, etc. C'est autre chose. Alors, on fait tout aussi. On travaille avec des sociétés externes pour des audits de sécurité. Enfin, voilà, on fait on fait notre maximum. Mais je pense que si on arrive à offrir cette transparence, puis dire, ben voilà, nous on fait ça, et pourquoi pas? C'est peut-être la communauté qui va nous dire, vous devriez rajouter ce point-là. Ah, c'est vrai. On les écoute, on les entend, puis on le fait. Donc voilà, je pense que ça passe encore une fois par de la transparence, quoi. Merci. Et enfin vous, Monsieur Eun. Alors, bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, hein, mais je peux peut-être juste rajouter... quand on parle mes données personnelles en ligne, c'est déjà pouvoir identifier c'est quoi, qu'est-ce qu'on a comme données en ligne. J'en suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, là encore, c'est la bonne hygiène digitale à avoir, qui ouvrent des comptes sur des sites un peu partout et qui ne pensent pas forcément à les fermer après. Et ça, c'est des petits réflexes qui évitent que nos données après elles restent un peu sur le réseau, sur la toile, sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et vraiment, voilà. Poser des bonnes questions, adopter des bonnes pratiques et vraiment se renseigner et voir tout ce qui se passe un peu sur Internet. Merci, et du coup ça me permet de conclure cette heure de discussion intéressante, et puis je pense que, si vous voulez me compléter ou me contredire, mais cet aspect de cyber-hygiène, d'hygiène numérique, ce qui apparaît être le plus important dans nos pérégrinations sur Internet. Et puis aussi, et ça c'est peut-être plus votre mission et à transmettre au niveau politique, cet aspect éducatif à faire vis-à-vis des prochaines générations, de la génération d'aujourd'hui, de les éduquer quant oui, les opportunités, mais aussi les risques qui existent en matière de protection des données. On conclut ainsi cette table ronde. En vous remerciant, je ne vous vois pas directement, mais celles et ceux nombreux qui étaient derrière vos écrans ce soir. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous vous remercions d'avoir participé à ces quatrième journée du digital organisée par Digital Switzerland, et nous vous souhaitons une bonne soirée et on se réjouit de vous retrouver, je l'espère, l'année prochaine. Bonne soirée.